L'optimisme aura été de courte durée. On vous l'a annoncé la semaine dernière, la guérison de 2 personnes du virus Ebola en République démocratique du Congo. Eh bien aujourd'hui, 2 autres ont été testées positives, cette fois-ci dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans le territoire de Mwenga. Malheureusement, l'une d'entre elles est décédée, une maman de 26 ans. Son enfant, lui, est toujours en vie. Une nouvelle particulièrement alarmante puisque la fièvre hémorragique a longtemps été cantonnée aux régions rurales du Nord Kivu, essentiellement Béni et Butembo et en Ituri voisine. Alors comment cette femme et son enfant ont-ils contracté le virus? Élément de réponse avec cet extrait que nous propose notre correspondant sur place, Ernest Mouero. Il a tendu le micro au gouverneur de la région. La contamination qui est liée à Mwenga et qui est positif aujourd'hui, il s'agit d'une importation. Ce n'est pas dit que les gens ont été contaminés sur place. Nous disons aujourd'hui, avec les cas qui est positif aujourd'hui, nous déclarons effectivement l'épidémie, la maladie à virus Ebola au Sud Kivu. Mais nous disons et nous répétons, il n'y a pas de panique. La situation est sous contrôle. Et quand nous disons que la situation est sous contrôle, puisque la commission qui travaille là-dessus, et ça, nous tenons à les féliciter, puisque c'est des hommes et des femmes qui chaque jour travaillent. Que la population reste calme, les autorités politico-administratives prennent les responsabilités avec nos partenaires, les autorités sanitaires. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de contrôler cette épidémie. Direction à présent le Zimbabwe où l'opposition vient d'annoncer l'annulation de ces manifestations prévues aujourd'hui contre l'aggravation des problèmes économiques dans le pays. Après une interdiction de la police, augmentation des prix au gasoil, du gasoil à la pompe, coupure d'électricité, les problèmes économiques s'accumulent et avec la colère de la rue. Yacouba Ouedraogo fait le point en images. Des dizaines de manifestants surchauffés. Ces sympathisants du mouvement pour le changement démocratique ont entonné des chants pour dénoncer la corruption, la malgouvernance et la répression sévère de leurs manifestations par les forces de l'ordre. Ces dernières ont encore fait usage de gaz lacrymogène contre les protestataires. La situation est très mauvaise. Nous n'avons pas de nourriture, pas d'argent, rien. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous voulons résoudre notre problème. Mais comment pouvons-nous résoudre notre problème s'ils nous frappent? L'opposition avait auparavant annoncé l'annulation de ces manifestations après l'interdiction de la police confirmée par la justice. Désormais, le MDC ne compte plus faire marche arrière malgré les menaces du gouvernement. Nous n'allons pas reculer, nous irons de l'avant. Le peuple zimbabwéen est fatigué, il veut mettre fin à cette longue souffrance. Voilà pourquoi nous marchons pour un Zimbabwe libre. Les Zimbabwéens sont confrontés à des pénuries de denrées de première nécessité comme la farine, le pain et l'huile. Environ 5 millions de personnes, soit un tiers de la population, ont besoin d'une aide alimentaire selon le programme alimentaire mondial. Nos collègues de l'humanitaire et le gouvernement de Zimbabwe ont lancé un plan d'intervention humanitaire révisé cherchant 331 millions de dollars pour aider les 3,7 millions de personnes jusqu'à la fin du mois d'avril prochain. Un Zimbabwe plongé depuis près de 2 décennies dans une crise économique et financière. Le président Emerson Mnangagwa, qui a succédé fin 2017 à Robert Mugabe, s'était engagé à relancer l'économie jusqu'à présent en vain. Autre mouvement de contestation au Soudan où les femmes étaient en première ligne. Tout le monde a en tête cette image iconique d'une manifestante vêtue de blanc qui harangue la foule et l'appel à la révolution. La photo a fait le tour du monde. Alors maintenant que le président Omar el-Béchir a été écarté, les femmes n'occupent plus autant le devant de la scène. Elles sont exclues du processus politique, des négociations notamment, ce qui bien évidemment limite leur opportunité à siéger à des postes gouvernementaux. Notre envoyé spécial, Isha Sarai, a tenté d'y voir un peu plus clair. Récit Thierry Kaoré. Les femmes soudanaises étaient souvent plus nombreuses dans la rue que les hommes depuis le début du mouvement de protestation en avril. Mais beaucoup estiment maintenant que leurs préoccupations sont ignorées après qu'elles ont aidé à renverser l'ancien président Omar el-Béchir. Les femmes ne sont pas vraiment représentées. En tant que féministe, je ne vois pas celles qui peuvent me représenter au sein du gouvernement. Il y a des femmes, mais elles ne peuvent pas défendre la cause des femmes. Elles sont nombreuses dans les rangs de l'Association professionnelle des femmes soudanaises, l'un des principaux syndicats de l'opposition.
Mais même elles ne sont pas convaincues qu'elles seront représentées de manière adéquate dans le gouvernement de transition. La représentation des femmes dans le processus de prise de décision pendant la révolution était faible ou inférieure à ce que nous avions espéré. Notre ambition était d'avoir 50% de représentantes au gouvernement ou tout au moins 40%, mais cela n'a pas été le cas. L'association reconnaît le problème, mais selon son porte-parole, il faudra du temps pour parvenir à une représentation équitable au sein du gouvernement soudanais. Les femmes devraient également se battre individuellement pour leur droit à la représentation. Nous allons les soutenir. Alors que de nombreux dirigeants parmi les hommes étaient en prison dès les premières heures des manifestations cette année, les femmes ont dirigé le mouvement dans les rues. Quand ils ont été libérés pour des raisons que je ne comprends pas, nous avons été surpris que les hommes aient été remis en position de leadership. Je pense que c'est en raison de la domination du système patriarcal qui a procuré aux hommes ce sentiment de privilège. Coco et d'autres affirment que la répression dont sont victimes les femmes depuis l'application de la charia dans les années 1980 a alimenté leur motivation à manifester et à exiger une plus grande représentation. Bien qu'un accord politique ait été signé de manière informelle au Soudan, de nombreuses femmes promettent qu'elles ne s'arrêteront pas tant que leur voix ne sera pas entendue. Et nous ouvrons notre page d'actualité américaine avec ce bras de fer diplomatique entre Tel Aviv et deux députées américaines. Israël autorisera finalement la visite de l'élue américaine Rashida Tlaib pour motif humanitaire. La veille, les autorités israéliennes avaient annoncé interdire l'entrée de leur territoire aux élus démocrates Tlaib et Ilan Omar, accusés de soutenir le boycott de l'État hébreu. Israël fait ainsi marche arrière. Dili Diko nous en dit plus sur cette affaire. Le président Donald Trump a déclaré qu'il n'a ni encouragé ni persuadé Israël d'interdire la visite des députés démocrates Ilan Omar et Rashida Tlaib. Je pense qu'elles sont tellement anti-israéliens et antisémites. Si d'autres personnes avaient fait cette déclaration, le prix à payer aurait été très élevé. Oui, j'ai parlé à des gens là-bas. Trump n'a pas spécifié avec qui il a parlé en Israël. Dans un tweet posté avant que la décision de refus de visite ne soit prise, Trump semblait défier Israël en écrivant « Cela montrerait une grande faiblesse si Israël autorisait les députés Omar et Tlaib à se rendre dans leur pays. Et rien ne peut être dit ou fait pour leur faire changer d'avis. » Omar et Tlaib ont ouvertement critiqué Israël et sa politique concernant les Palestiniens. Elle devait se rendre en Israël et dans plusieurs villes de Cisjordanie dans les prochains jours. Les leaders juifs du Minnesota, l'État dont Omar est représentante, ont désavoué la décision d'Israël d'interdire la visite des deux députés en raison de leur soutien de la politique dite BDS, boycott, désinvestissement et sanctions, un mouvement non violent qui cherche à faire pression sur Israël pour qu'ils mettent fin à leur occupation de la Cisjordanie. Je pense que la députée Ilan Omar devrait pouvoir se rendre en Israël pour constater d'elle-même les faits. Et je pense que la décision prise est mauvaise. En réponse au refus, Ilan Omar a publié une déclaration dans laquelle elle affirme que l'interdiction d'entrée imposée par le gouvernement israélien l'empêche de s'acquitter de ses fonctions de membre du Congrès américain. Sur Twitter, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a justifié la décision des autorités en déclarant que les deux députés ont indiqué la Palestine comme étant la destination de leur voyage et non Israël, et qu'elles n'ont demandé à rencontrer aucun responsable israélien du gouvernement ni de l'opposition. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo avec Roger Bontour. Roger, bonjour. Bonjour Salwa. On parle aujourd'hui de Miley Cyrus, la sulfureuse Miley Cyrus. J'aime beaucoup ce mot. Exactement, on parle de Miley Cyrus parce qu'elle a passé beaucoup de temps avec sa sœur aînée à la suite de sa séparation avec Liam Hemsworth. L'interprète du tube Wrecking Ball a révélé au cours du week-end dernier que l'acteur âgé de 29 ans et elle s'étaient séparés après 8 mois de mariage.
Et bien que la sœur, Brandy Cyrus, 32 ans, a assuré que leur rupture ne la regarde pas et a promis que sa petite sœur s'exprimera sur le sujet. Le moment venu, des sources en tout cas du côté de la chanteuse affirment qu'elle a tout fait pour sauver son mariage, malheureusement, ayant elle-même eu des problèmes de consommation de drogue dans le passé. Elle ne pouvait plus tolérer les habitudes néfastes de son époux. Des proches aussi de Liam Hemsworth, son mari, disent de leur côté que c'est n'importe quoi et que c'est plutôt le côté volage de Miley Cyrus qui a tout gâché. Elle aurait trompé. Alors qui dit vrai, Salwa, qui dit faux? On ne sait pas encore. Alors je ne sais pas pour toi, est-ce que moi je n'étais pas encore née. Woodstock, 50 ans. Je t'ai né. Exactement, 50 ans, mais impossible en tout cas. Des centaines, des milliers de personnes réunies pour écouter de la musique, faire l'amour, consommer diverses drogues. 50 ans après, l'image de Woodstock semble plus utopique que jamais dans un pays désormais hanté par la peur des attentats et des fusillades. Les organisateurs du festival légendaire d'août 1969 rêvaient pourtant d'organiser un remake pour le 50e anniversaire. Leurs efforts ont échoué à l'ère des détecteurs des métaux, des chiens renifleurs de bombes et de fouilles systématiques de sacs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'environnement aujourd'hui est très très différent d'il y a 50 ans. Il y aurait trop de risques pour la sécurité, au-delà d'ailleurs aussi de la sécurité sanitaire, la multiplication des fusillades et des attentats ces dernières années, notamment lors des concerts, a compliqué l'organisation de ce genre de rassemblement de masse. Salwa. Aïe, aïe, aïe. Il ne pas y avoir un autre exactement, j'aurais bien voulu qu'on aille. Et tu t'imagines faire vous et nous là-bas. On passe à autre chose maintenant, de l'animation. Ouais. Ce film d'animation exceptionnel d'ailleurs que j'ai vu il y a 2 semaines avec ma fille, Lion King. Ouais. C'est bien? Oh man. Ah ouais, j'ai pas encore vu. Vraiment, je te le conseille. Ouais. Je sais que tu as 3 filles. Ouais, 3 filles, et je suis sûre qu'elles vont adorer. Ah ouais, elles vont adorer sûrement. Je dois aller voir ça ce week-end, évidemment. Mais ce qui est bien avec ça aussi, c'est qu'il y a un grand chanteur, auteur, compositeur et producteur, Salah Siel, qui est l'un des plus grands noms de la scène musicale urbaine au Cameroun. Sa renommée a maintenant grandi au-delà des frontières du pays après sa collaboration avec la superstar Beyoncé sur l'une des chansons de la bande originale du film Lion King. Ouais, le roi lion. Il pense que la musique africaine est l'avenir même de la musique mondiale. Suivons. Baby, don't wait too long. La musique africaine en général, je ne dirais pas afrobeat parce que l'afrobeat n'est qu'un style de musique africaine, mais la musique africaine est en train de devenir universelle. Et pour moi, vous savez, c'est Beyoncé. Chanter dans la même chanson avec elle et Pharrell Williams, cela signifie que beaucoup plus de gens vont le regarder, beaucoup plus de gens vont regarder Salah Siel, l'artiste, qui est-il et pourquoi est-il sur cet album. Oh darling, if you leave, I'll go wherever you go. I'll lay your heart on my sleeve so everybody knows. But if you ask me to stay, you'll never be on your own. Baby, don't wait too long. Baby, Trop fier de cet artiste Salwa qui est passé nous voir aussi ici sur VO Afrique il y a une année. On est trop fiers de lui, en tout cas là où il est chanté avec Beyoncé et Pharrell Williams. C'est pas donné à n'importe qui en tout cas. Voilà, et tout de suite, place à notre agenda culturel. Merci Roger. Merci Roger, que vous aurez le plaisir de retrouver dans quelques instants dans le RM Show. Merci Salwa, bon week-end à vous. Merci. Allez, on parle de 7e art à présent, le secteur nigérian. De plusieurs millions de dollars, Nollywood se classe au 2e rang mondial après Bollywood pour la quantité de films produits. Les thèmes populaires sont le cannibalisme, la sorcellerie et les histoires à l'eau de rose. Mais les cinéastes étudiants ont trouvé un nouveau créneau dans la science-fiction. Comme vous allez le voir dans ce reportage, le récit est signé Herman Ngbo. Dans un complexe de l'état de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria, Godwin Josiah et ses cousins accrochent du tissu vert sur une porte. Ils se préparent ainsi à tourner une scène de film. Une fois ce smartphone posé sur le trépied auquel il intègre un micro cassé, ça y est, ça tourne. Un ventilateur génère de l'air et met en scène l'acteur
qui dans le film volera dans les airs. L'objectif principal n'était pas de faire en sorte que notre matériel devienne viral. Nous voulions simplement que les gens sachent qu'il y a des enfants à Kaduna qui font quelque chose de différent. C'est tout simplement l'objectif. Donc du coup, on l'a fait et cela nous a émerveillés et nous a rendus heureux. Bien que les films de science-fiction sont produits de nos jours à l'aide d'un logiciel sophistiqué, ces garçons utilisent des objets de tous les jours et souvent recyclés. Leurs œuvres sont d'une qualité non négligeable et reçoivent un bon accueil, notamment sur les réseaux sociaux. L'un de nos objectifs est de réaliser le plus grand film du Nigeria et probablement au-delà, c'est tout. Nous voulons faire quelque chose de fou, nous voulons faire quelque chose de grand, quelque chose qui n'a pas encore été fait auparavant et vu l'évolution des choses, nous croyons réellement que cela se produira sous peu. Nollywood, ce secteur nigérian de plusieurs millions de dollars, se classe deuxième au rang mondial après Bollywood pour la quantité de films produits. Les thèmes populaires qui y sont souvent abordés sont le cannibalisme, la sorcellerie et les petites amies en pleurs qui maudissent leurs copains égarés. Mais ces jeunes cinéastes ont trouvé un créneau dans la science-fiction. Leurs 20 courts-métrages d'une durée allant jusqu'à 10 minutes portent principalement sur des super-héros, des extraterrestres et des pouvoirs surnaturels. Aucun coup n'est impliqué dans leur production car ils font tout eux-mêmes. On l'a annoncé en titre de la tech, il s'appelle Fred et c'est la nouvelle coqueluche de Kin. Il parle, il peut tenir une conversation avec les expressions faciales qui vont avec. C'est un robot qui séduit les Kinois. Francis Kabouya a fait sa connaissance, son reportage. Fred, c'est le nom de ce robot intelligent qui fait actuellement le tour des lieux publics dans la capitale congolaise. Dans le hall de ce grand centre commercial, il aborde des clients et visiteurs. Certains l'interrogent sur des sujets prédéfinis tels que la culture générale et échangent avec lui comme avec un humain. Une première expérience pour ces curieux qui découvrent la magie de l'intelligence artificielle. Ce robot, il est incroyable, je l'adore, mais seulement quelques améliorations pour lui, ça sera très bien pour lui. Fred, le robot intelligent, incarne le cap majeur franchi dans le monde de la digitalisation de robots à l'aube du numérique en RDC. Son système de perception capte avant de réagir, mais celui-ci pourra évoluer vers des scénarios plus complexes. L'entreprise de télécommunications qui le présente a personnalisé son contenu, même s'il a été assemblé ailleurs. Son assemblage a été fait en Russie et même son système d'exploitation interne a également été fait en Russie. Mais la particularité, c'est que le contenu, la personnalisation de son contenu est le fruit de l'ingéniosité congolaise. Nous avons ici des ingénieurs chez Vodacom Congo qui travaillent chaque jour sur des produits technologiques en mesure d'améliorer les présents de nos abonnés et de pouvoir les aider à bâtir leur futur. Fred est devenu une star dans la ville de Kinshasa. Il réduit le nombre d'agents qui répondent aux questions des clients, mais déjà des voix s'élèvent sur les réseaux sociaux pour dénoncer la suppression de certains postes en faveur d'un robot qui coûte très cher. C'est l'heure de notre page sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Salwa et bonsoir à vous, amis sportifs. Des nouvelles de l'Afro-Basket féminin Dakar 2019 pour commencer. Eh bien, le Nigeria vient de se qualifier pour sa seconde finale de suite dans cette compétition. Les 10 Tigers ont dominé le Mali en demi-finale 79-58. Elles connaîtront leurs adversaires de la finale ce dimanche à l'issue de la rencontre en cours entre le Sénégal et le Mozambique. Ballon rond, le Maroc a clairement défini les missions de son nouvel entraîneur. Nommé hier en remplacement d'Hervé Renard, Vaïd Halilovic s'est vu assigner des objectifs immédiats à atteindre et à long terme. Suivez. Le franco-bosniaque qui vient de démissionner du FC Nantes doit qualifier les Lions de l'Atlas pour la CAN Cameroun 2021 et y atteindre au moins les demi-finales. Coach Vaïd devra ensuite remporter l'édition 2023 en Côte d'Ivoire. Et comme il l'avait fait en 2018 avec le Japon, Vaïd Halilovic doit qualifier le Maroc pour la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est une grande responsabilité et bien sûr c'est un grand honneur pour un entraîneur. Le football marocain il mérite place parmi les meilleurs. Vaïd Halilovic avait permis au club marocain du Raja Casablanca de soulever le trophée de la Ligue des champions d'Afrique en 1997.
Mais c'est de l'autre côté de la frontière qu'il a fait soulever les foules en menant l'Algérie en 8e de finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire en 2014. Coach Vaïd veut rééditer cet exploit avec les Lions de l'Atlas. Pour moi, c'est un objectif premier et très important parce que c'est la 4e fois que je tente d'amener une équipe aux Coupe du Monde. J'espère que j'aurai cette possibilité. Le technicien franco-bosniaque percevra un salaire de 80 000 € par mois durant les 4 ans de son contrat et va résider au Maroc. Parlons à présent de la balle ovale. La justice kenyane sévit contre 2 internationaux de rugby à 7. Frank Wanyama, 24 ans, et Alex Olaba, 23 ans, ont été condamnés à 15 ans de prison pour le viol collectif d'une chanteuse en février 2018. Au cours du procès, des témoins ont évoqué une culture du viol dans l'univers du rugby local. La juge Martha Mutuku a souligné qu'il est nécessaire de prononcer une peine dissuasive. Frank Wanyama et Alex Olaba, tous 2 étudiants, qui ont été condamnés à la peine maximale prévue pour ce viol collectif, ont participé à plusieurs tournois de rugby à 7 au sein de l'équipe nationale. C'est tout pour les sports, on se retrouve lundi. Merci Yacouba et merci à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur les programmes de VOA Afrique.